Bruce Toussaint, Europe 1 matin. Il est 8h35. Et sur Europe 1, la revue de presse, Natacha Polony, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Aujourd'hui, la fin se dessine en une de vos journaux. Nice Matin, Villeneuve, la fin de Texas Instruments avec 517 emplois supprimés. La Charente Libre, fin de vie, la réalité en face et les nombreux commentaires donc sur le rapport Sicard. Enfin, Var Matin, la fin du monde reportée à jamais, point d'interrogation. Oui, parce que comme le disait Nicolas Canteloup, pour ce qui est de vendredi, on a quand même des doutes. Le sujet du jour, voilà, c'est quand même l'Algérie, la visite de François Hollande qui démarre tout à l'heure. Et la quasi-totalité des unes. Métro, Hollande le pacificateur, l'humanité, une nouvelle page doit s'écrire et Libération, la dictature de la mémoire. Alors dans le Figaro, Nicolas Barotte nous explique qu'à part des groupes d'islamistes ou d'anciens combattants, personne, et surtout pas l'État algérien, ne réclame la repentance. Mais en fait, nous dit-il, on doute que ces groupuscules ne bénéficient pas d'un regard bienveillant en haut lieu. Ça s'appelle l'art du double jeu. En tout cas, c'est le sujet qui intéresse les éditorialistes, la repentance. Hervé Chabot, dans l'Union, s'insurge contre les demandes, justement, dans ce sens-là, des communistes. Je vous le cite, le président de la République ne peut faire ce voyage officiel en pénitent, se frappant la poitrine pour expier les fautes d'une France impérialiste. Mais Libération cite un chroniqueur du quotidien d'Oran, Kamel Daoud, qui incarne le discours de la nouvelle génération. La guerre est une histoire de mort, dit-il. Les excuses sont une histoire de vieux. Et moi, les relations algéro-françaises sont une histoire qui m'ennuie. Et moi, je suis une histoire neuve. Il représente cette jeunesse algérienne qui est majoritaire. Ouais. Alors, le Parisien aujourd'hui en France, lui, titre sur l'heure du business. Parce que, en fait, tout le monde, France et Algérie, a intérêt à des contrats. Et ce que veulent les jeunes, ce sont des visas pour la France. Avec ce paradoxe d'ailleurs, l'Algérie est assise sur un trésor de pétrole et de gaz, mais sa jeunesse est au chômage et rêve de la France. On peut lire dans le Parisien le portrait de ses deux cousins. L'un resté en Algérie, l'autre né en France. Elle a dit, l'Algérien célèbre la douceur de vivre en France et déplore la délinquance. Rachid le Français vante la solidarité familiale encore prégnante en Algérie, mais sait qu'elle meurt de la corruption. Du coup, on se demande si le plus grand service à rendre au pays serait d'octroyer ces fameux visas ou plutôt d'aider modestement à ce que ce pays redonne tout simplement espoir à sa jeunesse. Tiens, je vous donne 3 unes de quotidiens algériens ce matin. Le soir d'Algérie, Hollande à Alger, un autre style, un autre cap. L'expression, le président François Hollande aujourd'hui à Alger à bras ouverts avec une photo des deux présidents, Bouteflika et Hollande. Et puis la Nouvelle République, donc toujours un quotidien algérien. Hollande, le président, vient à Alger, ou plutôt revient à Alger. Le re est entre parenthèses. C'est vrai que François Hollande était allé en Algérie pendant sa campagne présidentielle et à de nombreuses reprises. Pendant ce temps-là, en France, Natacha. Et bien pendant ce temps-là, on se dit que François Hollande a raison de soigner sa stature internationale parce que pour le reste, on est moins sûr. Déjà, Marianne titrait cette semaine sur la capitulation face à la finance, vous savez, son ennemi. Et bien ce matin, de nombreux journaux racontent la déroute en rase campagne sur la question de la séparation entre banque de dépôt et banque d'affaires. C'était une promesse. Certes, dans le Parisien, Pierre Moscovici essaie de nous convaincre, je vous cite le ministre, la France va prendre un coup d'avance, nous serons les premiers en Europe à nous doter d'une telle loi. Alors la dite loi limite les spéculations sur les matières premières agricoles et demande aux banques de loger leurs activités spéculatives dans des filiales. Libération résume, le gouvernement ne fait pas sauter la banque. Et dans les Échos, François Vidal s'amuse. On sait maintenant comment François Hollande traite ses ennemis. Autant le dire tout de suite, le texte ne fera pas grand mal à cet adversaire supposé redoutable. Du coup, on comprend mieux pourquoi Arnaud Montebourg peut se permettre une interview bravache dans Le Monde, vous savez, dans laquelle il explique en creux que Jean-Marc Ayrault, pire que de n'être pas assez à gauche, manque surtout d'audace, sous-entendu d'idées. En fait, François Hollande, qui s'est confié à Sylvie-Pierre Brossolette dans Le Point, attend que la croissance américaine et chinoise revienne et nous sauve en 2014. C'est ce qu'il explique à la journaliste. Donc en gros, le salut viendra de l'extérieur. D'ici là, on comprend qu'il va avoir besoin de sa caution de gauche pendant encore quelques temps. Dans la presse, il y a aussi un fait divers sur fond de guerre économique. C'est une enquête édifiante de Libération sur une agression dont aurait été victime une syndicaliste d'Areva. Alors il faut bien sûr attendre les suites judiciaires, mais c'est la toile de fond qui est passionnante. La guerre entre EDF et Areva pour le marché chinois et les transferts de technologies massifs qu'aurait consenti Henri Proglio, donc patron d'EDF, pour gagner le marché du nucléaire chinois devant
Areva. Une illustration absolue des comportements mortifères de certaines entreprises françaises. On a la courte vue, l'absence totale de patriotisme économique et surtout la logique de privatisation concurrentielle dans un secteur qui est vital pour l'indépendance du pays. C'est un cas d'école. Puisque Noël approche, les catholiques sont à l'honneur dans la presse en ce moment. Oui, on les voit absolument partout. Et j'ai retenu le magazine Causeur qui leur consacre une en s'interrogeant sur leur propension à se vivre de plus en plus comme une minorité opprimée. L'irruption des cathos dans la compétition victimaire n'est pas une bonne nouvelle, s'inquiète Elisabeth Lévy dans son éditorial. En effet, si la majorité sociologique se définit à son tour comme une communauté, il ne restera plus de lieu pour la non-appartenance, c'est-à-dire pour la communauté nationale. Bon, à noter dans tout le dossier de Causeur le très beau texte de Jérôme Leroy, écrivain communiste, qui égrène les 33 raisons pour lui d'être catholique. Alors il y a la littérature, la philosophie et l'art, mais il y a aussi la méfiance envers l'argent et cette cité de Dieu qui ressemble à la société sans classe du communisme, la théologie de la libération, l'évangile qui, dit-il, défend les enfants, les putes, les fous et les morts, et aussi la foi dont il est incapable de dire s'il l'a ou pas. Le clin d'œil du jour. Justement, et moi chez les catholiques, du moins ceux de la paroisse de la Madeleine à Paris, le Figaro nous montre une photo de la crèche installée dans l'église. Oui. Alors Marie et Joseph en blanc, de dos, devant un écran donc noir à petits points blancs sur un fond un peu lumineux, et 2 anges sur les côtés avec des écrans vidéo à la place du visage. Voilà. C'est assez surprenant, c'est même quand même assez moche. Bon, pour le message, on n'est pas certain qu'il soit bien clair, mais l'œuvre s'appelle Réseau Céleste. Cela dit, c'est assez rassurant que l'Église éprouve à ce point le besoin de montrer son goût pour la modernité, pour l'art contemporain, mais ça ressemble autant à une crèche que le projet de loi de réforme bancaire de Pierre Moscovici ressemble à une lutte contre la finance. Merci Natacha Polony.